Rebonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de cette conférence sur les Lumières, la naissance du sentiment, qui va traiter du bonheur au futur et du lien que les Lumières entretiennent avec l'utopie. Donc, on a vu comment les Lumières envisageaient le bonheur au présent, c'était une partie assez longue, celle-là sera bien plus courte, ça va vous reposer un petit peu, et va traiter de l'imaginaire utopique des Lumières. Alors, qu'est-ce que l'utopie? On l'a vu, c'est formé de ou, donc un suffixe privatif, et topos, donc lieu. Donc l'utopie, c'est le lieu qui n'existe pas encore, mais qui pourrait exister si jamais on s'en donnait les moyens, si jamais on s'en donnait la peine. Donc, les hommes des Lumières ont réfléchi à la manière d'expérimenter leur bonheur individuel, on l'a vu dans l'autoportrait, leur bonheur de classe, donc une classe spécifique, classe sociale, aristocratie ou bourgeoisie. Et maintenant, on va réfléchir à la façon dont ce bonheur peut être appliqué à toute la société. Donc en fait, c'est surtout ça, l'utopie. Donc là, dans l'utopie, on va surtout parler de l'architecture, puisque au XVIIIe siècle, on a tout un courant, tout un versant de l'architecture qu'on appelle effectivement l'architecture utopique. Son principal représentant est Étienne Louis Boullé, qui a fait des dessins tellement monumentaux qu'effectivement ils n'ont jamais été réalisés, ce qui est un peu un comble pour un architecte utopique ou utopiste. Donc on dit en général que c'est au XVIIIe que le terme utopie entre au dictionnaire des noms communs et que ça témoigne du foisonnement d'œuvres, de textes, de dessins, de projets qui se regroupent autour du genre de l'utopie. On a des voyages imaginaires, on a des pièces de théâtre, on a des romans, enfin voilà, on a vraiment plein de choses. Donc, c'est surtout le courant de l'architecture, dans les beaux-arts, hein, puisque on s'éloigne des textes littéraires pour avoir des représentations, qui va nous intéresser. Donc, Étienne Louis Boullé va être célèbre pour ses projets d'urbanisme qui sont à la fois hyper rationnels et totalement colossaux. Donc là, je vous montre une porte de ville. Alors pour quelle ville? Voilà, on n'en sait rien. Mais c'est l'idée qu'on va avoir quelque chose qui est à la fois rassurant pour les citoyens, protecteur, mais aussi intimidant pour l'ennemi, et qui va permettre d'assurer la sécurité et donc le bonheur des citoyens qui habiteront dans une ville protégée par une telle porte. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, Boulet exprime que l'image architecturale, et surtout l'architecture, doit être un art bienfaiteur qui est fait pour apporter des bienfaits à la population, qui maîtrise nos sens par toutes les impressions qu'il communique. Donc on a cette idée effectivement de sensualisme, que l'architecture ne doit pas seulement parler à l'esprit, mais au sens, au corps, par les impressions qu'il communique, et par des monuments qui sont des monuments utiles, puisque l'architecture utopique est une architecture parlante. Il nous offre l'image du bonheur. Donc on a une architecture qui doit être efficace pour le corps social et lui prodiguer aussi, comme le souhaitaient les philosophes, eh bien, le plus de bonheur possible. Donc là, vous voyez que c'est l'idée, on va faire une architecture qui n'est pas seulement pour l'aristocratie, pour la noblesse ou pour le tiers-état, hein, pas dans des sociétés tripartites, mais vraiment une architecture qui va parler pour toute la société, pour un ensemble de sociétés. Donc c'est vraiment un bonheur qui est un bonheur collectif. Donc, euh, Claude Boulet, Étienne Louis Boulet, pardon, on va partager la vedette avec un autre architecte qui est Claude Nicolas Ledoux, qui va travailler pour le roi et qui va mettre en place des projets qui sont des projets de ville idéale. Donc un de ces projets les plus connus, c'est celui pour une saline
donc une saline qui était située près de la ville et de la forêt de Chaux. Donc du coup, cette usine, en fait, en quelque sorte, de traitement du sel devait assurer la prospérité du pays, mettre en place des systèmes d'irrigation et de traitement extrêmement modernes, donc devait caractériser d'une certaine manière la prospérité d'un État. Donc là, vous voyez deux projets, une vue perspective de la ville de Chaux et un plan de la saline et de la forêt de Chaux. Donc on voit que c'est une architecture effectivement idéale, circulaire, qui est extrêmement rationnelle, qui prend en compte l'espace, donc le grand comme le petit, le microcosme comme le macrocosme, et qui, par la forme du cercle, donc forme effectivement parfaite, inspirée de la course du soleil, propose la vision idéale de la gestion de l'espace envisagée par l'homme, apte à assurer à la fois la production, l'habitat, le lien avec la nature et la modernité technique. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important. On réfléchit, soit dans l'utopie, soit dans la construction réaliste, à des projets de ville idéales qui s'insèrent dans le territoire. Mais surtout, l'utopie, elle propose quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, on a beaucoup de plans, hein, voilà, plans de planification, mais on a aussi beaucoup de choses qui se projettent dans le futur, et ça, c'est un genre qu'on appelle l'Uchronie. Cette uchronie, en fait, elle se retrouve aujourd'hui dans des récits qu'on appelle des récits d'anticipation ou des récits de science-fiction, puisqu'ils proposent un bouleversement sociétal construit autour d'une invention scientifique qui n'existe pas encore. Donc voilà. Sauf que les science-fiction, les récits de science-fiction sont assez pessimistes, alors que les uchronies sont plutôt positives. À la fin du XVIIIe siècle, vous avez un roman qui est publié par Louis-Sébastien Mercier et qui s'intitule L'an 2240. Voilà. Donc, l'auteur, Louis-Sébastien Mercier, appartient à une classe aisée, parfaitement citoyen des Lumières, philosophe. Il vit à Paris et il imagine en fait qu'il se réveille en l'an 2440 dans un Paris des Lumières qui est devenu une monarchie éclairée et où les thèmes de la liberté et de la raison permettent à l'homme effectivement d'être heureux. Donc la monarchie éclairée est transformée par la raison, le mérite personnel a remplacé les privilèges héréditaires dans les nominations, donc c'est vrai que c'est vraiment un système qui est totalement idéal. Donc ailleurs ou plus tard, l'utopie elle conserve le même objectif, celui de mettre au point, dans des récits imaginaires, des simulations qui permettent de tester, idéalement, la compatibilité d'une société avec les principes inspirés des Lumières. Donc, du coup, on a beaucoup d'utopies futuristes dans l'ailleurs, dans effectivement des temps qui sont très longs, comme Mercier, ou plus courts. Ça, c'est un projet politique de Gracchus Babeuf, le Manifeste des égaux. Donc en 1796, au début du Directoire, Babeuf et ses partisans, qui avaient cru que Napoléon pourrait poursuivre les idéaux de la Révolution française, voient qu'ils se sont trompés et que le Directoire devient de plus en plus arbitraire. Donc ils vont monter un groupe qui s'appelle les Égaux, et contre les abus du Directoire, ils vont monter la Conjuration des égaux qui vise à rétablir la République des égaux. Donc c'est un projet qui se situe dans un temps effectivement très court, un projet uchronique, mais qui se situe dans un temps très court, puisqu'ils envisagent de renverser Napoléon Bonaparte. Donc le but de la Conjuration, c'est continuer de combattre la Révolution française en collectivisant les terres et les moyens de production, ce qui amènerait à la parfaite égalité et par conséquent au bonheur commun.
On s'inspire aussi, donc c'est Diderot, le supplément Voyage de Bougainville, qui va s'inspirer du nouveau territoire découvert par Bougainville, qui est le territoire de Tahiti. Donc là, je vous montre une carte effectivement contemporaine. Et à Tahiti, eh bien, on n'a pas d'appartenance spécifique à une famille ou à un groupe. Disons que l'héros, c'est communautaire, par exemple. Et ces thèmes-là, ces thèmes de mise en commun, de communauté, d'absence de propriété, qui forment la base utopique du texte de Diderot, donc le supplément au Voyage de Bougainville dont on a parlé, qui est paru en 1772. Donc ça, c'est des questions qu'on retrouve chez Boulet. Donc là, je vous montre ces deux projets quasiment les plus connus. Un projet de monument tronconique qui est inspiré des grandes colonnades antiques, et puis surtout le cénotaphe de Newton. Donc vous voyez les tout petits points à la minuscule, ce sont des hommes. Donc on comprend clairement que l'échelle ne peut pas être le temps présent. C'est impossible. Pas seulement parce que c'est le portrait d'un cénotaphe, mais c'est parce que construire ça paraît tout simplement impossible. Donc c'est à la fois utopique par rapport aux méthodes et aux techniques dont on dispose, mais également uchronique, puisque la projection est totalement futuriste. Et on voit bien que Boulet ne parle pas seulement aux hommes, à ceux qui existent, mais à ceux qui existeront, à ceux qui pourront exister, et à la société qui pourra exister et qui sera capable d'accueillir de tels projets. Newton, c'est un scientifique, et le fait de traiter d'une certaine manière un scientifique comme un dieu, comme un héros, comme un saint, on voit le projet de son cénotaphe, montre bien la place que le XVIIIe va faire aux sciences, aux lettres et aux arts. Donc les projets d'architecture utopiques, voire uchroniques, ne sont pas seulement des projets architecturaux, mais ce sont des projets globaux qui vont de l'individu jusqu'à l'environnement, jusqu'à la nature, qui prennent en compte le temps, et qui sont des projets de société dont, bien sûr, va s'inspirer la Révolution française, puisque la Révolution française, comme l'architecture utopique, envisagera de réformer la société de manière absolument globale. Ces grands projets révolutionnaires seront repris dans les concours que va lancer la Révolution française et qui vont proposer voilà, aussi des projets globaux qui régénèrent l'architecture, qui peuvent régénérer la société, des projets d'architecture qui peuvent en fait cimenter le corps social. Donc toutes ces questions, vous comprenez que pour construire ces monuments, il faut de la place et qu'il n'est pas question de raser toute une ville pour construire effectivement le cénotaphe d'un seul homme. Donc par conséquent, pour les hommes des Lumières, le lieu de l'utopie, ce ne sera pas la ville, mais ce sera la campagne. Et c'est dans ce contexte qu'on peut étudier, envisager le mythe qui est le mythe de l'Arcadie et celui de l'âge d'or. Alors oui, au XVIIIe, l'amour est déjà dans le pré, puisque on va développer un genre pictural qui est le genre de la pastorale. Alors la pastorale, c'est la représentation d'idylles spécifiques qui se situent dans un contexte paysager, soit la mer, soit la campagne, soit la forêt. Donc c'est une relecture tout simplement du mythe de l'Arcadie. Alors l'Arcadie, on en a un petit peu parlé, qu'est-ce que c'est ? Alors ça c'est une représentation qu'on associe à l'Arcadie par Dosso Dossi à la Renaissance, où vous avez voilà, le dieu Pan et la nymphe Syrinx. Donc l'Arcadie, c'était censé être une région du Péloponnèse, donc une région de Grèce extrêmement verdoyante, où régnait le dieu Pan, une espèce de dieu génie de la nature. Donc
l'Arcadie est prospère, il épouse des fleurs, il épouse des fruits. L'homme, l'animal, la nature vivent effectivement en harmonie et l'homme n'a pas besoin de travailler pour tirer substance et subsistance du sol. Donc on a une parenté bien sûr entre l'Arcadie mythologique et le paradis chrétien. Mais dans les deux cas, l'homme, par ses excès, ses abus ou tout ce qu'on veut, a été chassé de ce monde qu'il considère comme l'âge d'or. Donc l'âge d'or, il est dans l'ailleurs, dans le passé, pour beaucoup. Aujourd'hui, les contemporains vivent un âge de fer. Donc comment vont-ils faire pour retrouver ce bonheur? Une des thèses du 18e, c'est qu'on va le retrouver dans la nature. Et on a vu comment Rousseau envisageait la nature, avec l'état de nature, mais on va voir aussi comment des gens comme Boucher, se spécialisent dans la pastorale. Donc Boucher va parler de bonheur au village. Voilà, donc c'est l'idylle que je vous montre. Donc on voit un berger et une bergère qui s'embrassent, qui sont heureux. C'est un couple prospère, heureux et simple, mais ce n'est pas un couple bourgeois. Donc là, on est dans des idylles qui sont plutôt des idylles paysannes. Et c'est ce lien entre conditions sociales modestes et nature qui forme le ciment intellectuel de ces tableaux. Pourquoi? Parce que ceux qui commandent ces œuvres sont en général des aristocrates. Et que les aristocrates se marient non pas par amour, mais pour de l'argent, pour des terres, pour des titres. On échange une terre contre un titre, on échange un titre à une union prestigieuse contre une fortune, etc., etc., etc. Donc les relations des sociétés de cour sont tributaires des contraintes sociales. Elles se situent souvent à la ville, donc dans voilà, des sociétés, des sociabilités qui sont des sociabilités urbaines. Donc, par conséquent, on va opposer la sociabilité urbaine, qui est une sociabilité de cours, une sociabilité gérée par des contraintes spécifiques, contraintes de rang et contraintes effectivement de statut social, à une sociabilité beaucoup plus modeste, qui elle est liée au côté champêtre, à la paysannerie et à la campagne. Donc oui, c'est l'idée que le couple de berger et de bergère est libre de ses amours et amoureux car libre. Tandis que le couple aristocrate, lui, est soumis à des contraintes de rang. Et on rêve de retrouver d'une certaine manière cette liberté originelle due à l'absence de contraintes sociales. Donc on a toujours cette idée qui est filée à travers le siècle que le lien avec la nature permet à l'homme d'exprimer du sentiment ou du bonheur. Donc ceux qui l'ont le mieux exprimé, c'est les Anglais. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans les arts, système assez simple, les genres de la peinture d'histoire, de la scène de mœurs aussi, sont déjà bien développés en Europe, en France et en Italie. Et donc les Anglais vont s'appuyer sur un patrimoine à la fois économique et naturel, qui est celui de la nature. Donc une campagne verdoyante, des paysages exceptionnels, mais aussi un système agricole dont ils tirent leur richesse économique et également ce qui est un des symboles de leur modernité politique en Europe. Donc là, Thomas Gainsborough place un couple d'amoureux qui n'est pas forcément caractérisé par son visage, mais plutôt par l'émotion de l'union. Donc comme si la nature magnifique et grandiose allait former un écrin à la fois simple et sublime au sentiment amoureux. Dans le tableau de Rite of Derby, Maria and her dog Silvio, ce que vous voyez, c'est une jeune femme mélancolique qui va se réfugier dans la nature pour être seule avec elle-même, pour se ressourcer et pour trouver le calme après un moment qui est un moment difficile.
Ce thème, on le retrouve voilà, chez Rousseau, on l'a vu dans les rêveries de promeneurs solitaires, une nature qui est finalisée, unie, qui correspond à une sorte de grand dessein spirituel et qui va donner à l'homme qui sait s'y intégrer une espèce de fusion voilà, avec l'esprit de Dieu, et qui va voilà, lui permettre d'atteindre un sentiment de plénitude, propre à l'expression du sentiment, du bien-être et du bonheur. Donc ça, c'est une vision de la nature qui est une vision qu'on appelle finalisée, et qui est très différente d'une vision plus scientifique, plus rationnelle, dite mécanique au XVIIIe, qui est celle que va développer Rousseau dans l'histoire naturelle. Voilà, un ouvrage qui est étalé sur 40 ans, en 36 volumes, où lui, Rousseau, va être davantage partisan d'une nature réglée par des lois physiques, hein, identifiées et quantifiables. Donc, pour les Anglais, eh bien, ils vont intégrer cette réflexion sur la nature comme lieu effectivement de l'expression d'une prospérité et d'un bonheur individuel dans à peu près toutes leurs réalisations, peinture, architecture, sculpture et roman. Donc là, je vous montre une peinture de William Marlowe, qui est un peintre de paysage, qui est à Penchasford Halls, qui est une demeure qui existe réellement, donc en Angleterre. Hein, là, vous voyez la vue actuelle qui est juste à côté. Et pourquoi Chatsworth Halls est connu? Puisque traditionnellement, on considère que c'était un domaine que la famille Austen connaissait, que Jane Austen connaissait, qu'elle avait visité fréquemment, et qu'il a inspiré l'écrivain pour créer le domaine de Pemberley, qui est la propriété de Fitzwilliam Darcy, le héros d'Orgueil et Préjugés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elizabeth Bennet, au départ, est très, 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 très mitigée par rapport à M. Darcy. Elle trouve qu'il est pédant, elle trouve qu'il est extrêmement orgueilleux et qu'il est hautain, et qu'elle ne l'aime pas. Et en visitant son domaine, donc le domaine de Pemberley, elle va être extrêmement surprise, parce qu'elle va trouver que ce domaine est naturel, qu'il est dénué d'artifice, qu'il est très beau, qu'il est serein, et qu'il tire sa beauté de sa sérénité. Alors ça va beaucoup l'intriguer, et elle va dire, peut-être que si ça se trouve, s'il a un domaine comme ça, peut-être que M. Darcy n'est pas si hautain et si méprisant que ça. Donc la vérité de la nature, la simplicité de la nature, va révéler à Elizabeth Bennet à la fois ses sentiments sur M. Darcy, mais aussi la vérité de son personnage. Donc, voilà, on a toute une question sur la nature, sur le paysage anglais, qui se teinte de dimensions philosophiques, esthétiques et également psychologiques. Donc, la nature devient effectivement le lieu, bien sûr, de l'utopie, de l'Arcadie, de l'âge d'or. Mais la nature, c'est aussi le lieu du naturel. Et cette représentation du naturel se retrouve dans la représentation du sentiment et également du sentiment amoureux. Et c'est là que nous allons passer à la troisième partie.